Bernard Werber, l'ultime secret, 5e partie. Le docteur Fincher venait régulièrement au chevet de Jean-Louis Martin, mais il avait une foule d'autres malades à soigner. Au départ, Jean-Louis Martin fut donc surtout soutenu par sa famille. Son ami Bertrand Moulineau et ses collègues se relayaient aussi pour lui parler. Son chien Lucullus restait constamment à ses pieds, comme pour le protéger d'un éventuel agresseur. Ses collègues savaient que le patient les voyait et les entendait. De son côté, Martin s'évertuait à rendre la conversation possible en disant oui d'un battement de la paupière et non de 2 battements. Sa femme Isabelle lui apprit qu'elle avait porté plainte afin que la police retrouve le chauffard qui l'avait percuté. Grâce au témoignage d'une personne qui était à son balcon, on connaît maintenant le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture. L'œil de Jean-Louis s'éclaira. Hélas, il s'agit d'une automobile louée, sous un faux nom. Et puis les visites des amis s'espacèrent. Jean-Louis Martin se forçait à croire toutes les explications qu'on lui donnait. Le premier a signifié clairement qu'il ne s'intéressait plus à lui, fut son chien. Lucullus, lui, n'ayant pas d'excuses à fournir, se contentait de ne plus lui lécher les mains et de détourner la tête, comme s'il n'était pas concerné par cette masse inerte sous les draps qu'on voulait lui faire passer pour son maître. Ça ne lui donnait pas à manger, ça ne lui lançait pas de bâton à ramener, ça ne le caressait pas, donc en tant que chien, il ne voyait plus aucune utilité à faire du zèle. Enfin, les collègues de travail ne vinrent plus. Jean-Louis Martin comprit, grâce aux propos gênés de son ami Bertrand Moulineau, qu'il avait été remplacé à la banque. Bertrand lui-même baissa les bras. La famille s'accrocha de son mieux. Les filles parlaient de retour, de rétablissement, de la chance d'être soignées dans un hôpital aussi spécialisé. Et puis Isabelle s'étonna un jour. « Tiens, ils t'ont changé de chambre ?» Un battement de paupières. Fincher l'avait en effet transféré dans une pièce plus grande, afin qu'il puisse discuter tranquillement avec les siens. « Cette chambre-ci n'a pas de fenêtre, s'offusqua Suzanne, la plus jeune de ses filles. Pour ce qu'il ressent, ça ne lui fait ni chaud ni froid, ricana l'aîné. « Je t'interdis de dire ça !» La mère choquée gifla à toute volée la gamine. Jean-Louis Martin battit 2 fois de la paupière. « Non, ne vous disputez pas. » Mais déjà sa femme s'était éclipsée en entraînant les enfants, afin de ne pas lui offrir le spectacle de leurs zizanies. La mer est calme sur le retour. Umberto, renfrogné et hostile, ne leur parle plus et crache régulièrement par-dessus le bastingage, comme s'il se retenait de leur cracher directement dessus. Visiblement, les responsables de l'hôpital n'ont pas perdu de temps pour le sermonner. Nous avons eu, somme toute, de la chance qu'il nous laisse partir sans plus de formalités, déclare Isidore. Je me souviens d'une expérience qui a eu lieu en 1971 à Los Angeles. 10 journalistes avaient décidé de se faire interner dans un hôpital psychiatrique pour y enquêter. Chacun est allé voir son médecin de famille en déclarant qu'il entendait des voix dans sa tête. Cela a suffi pour qu'il soit dirigé vers des établissements psychiatriques qui ont automatiquement classé ces symptômes comme étant ceux de la schizophrénie. Les journalistes ont alors consigné soigneusement tout ce qui se passait autour d'eux. Mais quand ils ont estimé leur enquête terminée, certains se sont aperçus qu'on ne les laissait pas sortir. Ils ont dû faire appel à des avocats. Aucun médecin ne voulait reconnaître qu'ils étaient sains d'esprit. Il n'y avait que les malades à s'être aperçus que le comportement de ces nouveaux était différent. Lucrèce laissa ses cheveux roux flotter au vent, respirait amplement les embruns pour éviter d'avoir de nouveau la nausée. Le corps médical devrait être vexé de s'être laissé piéger par des journalistes. À partir du moment où ils sont arrivés avec une étiquette schizophrène sur le dos, le moindre de leurs gestes a été interprété comme typiquement schizophrène. La Côte d'Azur s'aligne devant eux, avec ses superbes villas surplombant la baie. Moi aussi j'ai entendu parler d'une expérience semblable, effectuée celle-là à Paris, reprend Lucrèce, qui ne veut pas être en reste. En accord avec l'administration scolaire, des sociologues ont distribué au hasard des bons et des mauvais dossiers à une promotion d'élèves. Les professeurs n'avaient pas été informés de l'expérience. À la fin de l'année, tous les élèves venus avec un dossier de bon élève présentaient de bonnes notes, et inversement, ceux qui avaient été préalablement dotés d'un dossier médiocre n'avaient accumulé que de mauvaises notes. « Vous croyez que ce sont les autres qui nous modèlent ?» demande Isidore. À cet instant, le téléphone portable de Lucrèce se met à vibrer. Elle écoute, puis referme l'appareil. C'était le professeur Giordano. Il a trouvé quelque chose, il a laissé un message, il m'attend à la morgue. M'attend. Il nous attend, corrige Isidore Katzenberg. Il n'a demandé que moi. Le regard d'Isidore se fait plus acéré. Je souhaite vous accompagner. Tu n'es qu'une sale petite gosse qui a tout à apprendre du métier. Et moi, je souhaite y aller seule. Tu n'es pas mon père. Je ne comprends pas votre attitude, Lucrèce.
Le capitaine joue avec sa casquette ornée de motifs torsadés en fil d'or, en les scrutant d'un air sardonique. Il se souvient maintenant pourquoi il a choisi de demeurer célibataire. « Je dois vous avouer que cela me contrarie beaucoup, sauf Isidore. Tant pis, dit-elle. Vraiment, vraiment. » Les yeux verts émeraude étincelants sondent les yeux châtains qui se veulent impassibles. Après un adieu assez froid aux marins, les deux journalistes rejoignent le sidecar, garé non loin. Isidore veut se taire, mais il n'y parvient pas. « Je crois vraiment qu'il vaut mieux qu'on reste ensemble. S'il y avait le moindre problème, insiste-t-il. Je suis une grande fille capable de se défendre. Je vous l'ai déjà prouvé, il me semble. Je me permets d'insister. » Elle enfile rapidement son casque et son grand manteau rouge. « L'hôtel est tout près, vous n'aurez qu'à y aller à pied, lance-t-elle. » Elle relève ses lunettes d'aviateur, enfourche sa moto, lui tire le visage vers le bas et lui pique un bisou sur le front. Puis elle lui saisit le menton. « Que cela soit clair entre nous, chers collègues, je ne suis pas votre élève, ni votre disciple, ni votre fille. Je fais ce que je veux, seul. » Il soutient son regard et dit « Nous avons commencé cette enquête ensemble, sur ma proposition. Croyez-moi, il vaut mieux continuer à rester groupés. » Là-dessus, elle remet ses lunettes et lance son bolide dans la circulation du début de soirée, abandonnant son comparse sur le port. L'abandon fut progressif mais irrémédiable. Les visites de ses filles se firent plus rares. Elles finirent par ne même plus donner d'excuses. La dernière personne à lui rendre encore visite fut sa femme Isabelle. Elle n'arrêtait pas de suriner comme un mantra. « J'ai l'impression que tu vas un peu mieux. Et je suis sûre que tu vas t'en sortir. » Elle essayait probablement de s'en convaincre elle-même. Elle entra pourtant à son tour dans le cycle des excuses peu crédibles, puis finit par ne plus venir du tout. Voir un œil qui s'agite au-dessus d'une bouche qui bave n'était pas vraiment réjouissant. Et Jean-Louis Martin passa sa première journée sans le moindre contact extérieur. Il se dit qu'il était l'homme le plus malheureux de l'univers. Même un clochard, même un prisonnier, même un condamné à mort avait un sort plus enviable que le sien. Eux, au moins, savaient que leur tourment cesserait un jour, alors que lui n'était plus qu'un être condamné à vivre. Il savait qu'il continuerait éternellement à stagner aussi immobile qu'un végétal. Même pas. Le végétal, ça pousse. Lui, il était comme une machine, un fer à repasser. D'un côté, on introduisait de l'énergie par perfusion. De l'autre, on surveillait son pouls. Mais où était la différence entre la chair et la mécanique qui permettait à cette chair de ne pas disparaître ? Il était le premier humain devenu machine et qui pourtant continuait à penser. Maudit accident de voiture. Ah, si je tenais le type qui m'a mis dans cet état. Ce soir-là, il songea que rien ne pouvait lui arriver de pire. Il avait tort. Elle évite de justesse un piéton pour aller plus vite. Lucrèce Nemrod décide de rouler sur les trottoirs. Mais elle passe sur un tesson de bouteille et la roue avant de la guzzi émet un soupir caoutchouté. Zut! Elle dégage avec difficulté la roue approchée derrière le sidecar. Là-dessus, il se met à pleuvoir. Quelques jeunes gens lui proposent de l'aide, auxquels elle répond par des « non » rageurs. La roue de dépannage est crevée, elle aussi. La journaliste scientifique donne un grand coup de pied dans la mécanique. Autour d'elle, la pluie tombe de plus en plus drue. Les bateaux au loin sont secoués par l'orage. Elle fouille dans le side, trouve une bombe anti-crevaison et la branche sur la valve. J'ai toujours réussi sans l'aide de personne. Je suis né sans parents. Ou alors ils se sont tellement vite éclipsés que je n'ai pas eu le temps de les voir. Je me suis éduqué seul en lisant des livres, sans l'aide des professeurs. J'ai commencé le journalisme sans l'aide d'une école de journalisme. Maintenant, je change ma roue sans l'aide d'un garagiste. Et je ne veux dépendre de personne. Ah, quand je pense à toutes ces pauvres naïves qui attendent de trouver un mari pour résoudre leurs problèmes. Les contes de fées ont fait beaucoup de mal à ma génération. Elle vérifie la pression, s'aperçoit que ça n'est pas suffisant et appuie à nouveau sur l'aérosol. Toutes ces cendrillons, Blanche-Neige et autres belles au bois dormant. Un camionneur s'arrête et lui propose de l'aide. Dans les secondes qui suivent, il s'enfuit sous une bordée d'injures. La pluie se fait plus froide alors que la lumière du ciel s'éteint progressivement. Enfin, la moto est réparée. Imperturbable sous la pluie, Lucrèce, debout sur le sidecar, tente de lancer le démarreur. Celui-ci refuse de partir. Elle donne une série de coups de mollet. Enfin, un ronronnement étouffé, puis Claire résonne dans le soir. Merci, machine. Sous la pluie battante, elle ne peut cependant rouler vite. Quand elle arrive à la morgue de Cannes, il est déjà 22 heures. Elle prend dans la nacelle son appareil photo et le met en bandoulière. À 7 heures, il n'y avait plus que le concierge à l'entrée. L'antillais aux cheveux rasta et toujours plongé dans la lecture de Roméo et Juliette. Quand il aperçoit la journaliste, il lui fait un signe, lui intimant « On ne passe pas !» et un autre du poignet qui désigne sa montre et qui indique qu'il est trop tard pour laisser entrer qui que ce soit.
Elle tire son gros porte-monnaie relié à son pantalon par une chaînette et, après en avoir détaillé le contenu, dégage avec lassitude un billet de 20 euros. Sans le moindre commentaire, il empoche le billet, se replonge dans Roméo et Juliette et presse le bouton qui fait coulisser la porte vitrée. Le bureau de Giordano est fermé à clé, mais la salle d'autopsie est ouverte. La pièce est vide. 6 corps recouverts de drap blanc reposent sur les tables. Lucrèce remarque que la porte de la salle des rayons X est entrebâillée, laissant filtrer une lumière rouge. « Professeur Giordano! Professeur Giordano! Vous êtes là ?» Soudain, toutes les lumières s'éteignent. Clinique psychiatrique. « Pourquoi tu éteins ?» demanda le plus jeune des 2 infirmiers. « C'est un légume. Il ne peut ni parler ni bouger. Avec ou sans lumière, pour lui, c'est pareil. Autant faire des économies. C'est à force de petites attentions comme celle-ci qu'on arrivera peut-être un jour à combler le trou de la sécu, plaisanta l'autre. » Le jeune infirmier maugréa. « Tu es dur. Ça fait 30 ans que je fais ce boulot. C'est un travail d'esclave. Désolé, je n'ai plus aucune motivation. Alors je m'amuse. Si on ne peut plus jouer avec les clients, allez, t'inquiète pas, de toute façon il ne pourra pas se plaindre. Et si Fincher arrive et trouve la lumière éteinte? On sait qu'il passe tous les jours à midi, il suffit de lui remettre la lumière à midi moins 10. Ainsi commença pour Jean-Louis Martin sa période sans lumière. Dans l'obscurité quasi permanente, l'angoisse ne tardait pas à envahir son esprit. Dans le noir, il en venait à voir des monstres, et souvent ces monstres, au corps de dragon, avaient le visage des 2 infirmiers qui éteignaient volontairement la lampe. Quand la lumière revenait, c'était presque douloureux. Ainsi, il tenait parole. 10 minutes avant l'arrivée de Fincher, ils appuyaient sur l'interrupteur. Le premier éblouissement passé, à travers la forte clarté, apparaissait peu à peu le plafond blanc. Et au milieu de ce plafond blanc, une toute petite tache qui passionna vite le malade de Lys. Il examinait cette tache dans les moindres détails. Il en connaissait chaque dégradé de gris, chaque aspérité. Cette tache avait pris pour lui une dimension métaphysique. C'était un univers complet sur lequel son regard zoomait. Il ne connaissait ni le plan de son quartier d'antan, ni l'agencement des placards de son pavillon, mais il n'ignorait rien du moindre millimètre de cette tâche d'1 centimètre carré qu'il observait avec attention. Et à ce moment, une idée le traversait. Voir était en soi un plaisir immense. Même voir n'importe quoi, même voir une simple tâche. Le docteur Fincher arriva. Martin aurait voulu lui faire comprendre son calvaire avec les infirmiers. Mais le neurologue n'accomplissait que les gestes thérapeutiques nécessaires. Quand il repartit, les infirmiers éteignirent la lumière. Noir. Nouvelle apnée visuelle. Jean-Louis Martin laissait passer les monstres, puis au bout d'1 heure découvrait que dans le noir, il entendait bien des choses qu'il ne percevait pas lorsqu'il y avait de la lumière. Un malade à côté qui respirait fort, la pompe d'une machine à respirer, les infirmiers qui discutaient dans le couloir. C'est étrange, se dit-il. Il faut être privé d'un sens pour s'apercevoir à quel point il est nécessaire. Ces sons existaient déjà avant, mais il n'en faisait pas attention. Maintenant, c'était comme si tout un monde nouveau s'ouvrait à lui, un monde avec une tache au plafond et des milliers de bruits de fond, passionnants. Après cette découverte, l'angoisse du noir reflua. Et alors que l'émerveillement de la tâche durait quelques instants à peine, la détresse d'être dans les ténèbres semblait sans fin. Il en arriva même à penser que dans le noir, il pourrait mourir sans s'en apercevoir. Il éprouva alors une énorme bouffée de pitié pour lui-même, et sans que personne le vît, son œil laissa couler une larme, un peu acide, dans l'obscurité totale. Bureau du professeur Giordano. Elle essaie en vain d'allumer l'interrupteur. Probablement le fusible commandant cette pièce a-t-il grillé. Seules les lampes vertes et blanches excites de sécurité fonctionnent sur le générateur autonome. Elle voit une boîte d'allumettes près d'un bec benzène et en offre une. Elle pénètre dans la salle des rayons X. Le médecin légiste en blouse blanche est affalé dans un fauteuil et lui tourne le dos. « Docteur Giordano !» Devant lui, le bocal étiqueté Samuel Fincher. Lucrèce remarque qu'à présent le cerveau est coupé en 2, comme une pomme. « Docteur Giordano !» Elle lui touche le bras. Le médecin légiste ne bronche pas. Elle fait pivoter le fauteuil pour le contraindre à la regarder. La faible lueur de son allumette éclaire le visage du médecin, figé dans une expression de terreur totale. Comme s'il avait vu quelque chose d'abominable. Il a encore la bouche ouverte. Elle retient un cri et lâche l'allumette. Vite, elle en frotte une autre. Derrière elle, l'un des corps vient de bouger. Les autres ont leurs pieds nus, avec une étiquette attachée à l'orteil. Une paire de chaussures sort du drap mortuaire. Après avoir repris ses esprits, le Cress Nemrod approche l'allumette du visage. Elle examine la victime. Une main sort du drap, tâtonne sur la table roulante, trouve un scalpel, s'en saisit et découpe le tissu au niveau de ses yeux.
puis elle noue le drap au-dessus de sa tête pour s'en faire un masque. Lucrèce lui tourne le dos. Elle prend le pouls de Giordano. L'homme au drap sur la tête empoigne le scalpel comme s'il s'agissait d'un poignard. L'allumette lui brûlant les doigts, Lucrèce la lâche et se retrouve dans l'obscurité. Elle cherche fébrilement sa boîte d'allumettes. Quand elle en rallume une, l'homme avec le drap sur la tête s'est rapproché. Mais elle ignore toujours sa présence. Elle consulte les papiers sur le bureau. L'allumette s'éteint. Elle en frotte une autre, mais dans sa précipitation la casse. Or, c'était la dernière. Elle entend un bruit et se retourne brusquement. Il y a quelqu'un ? L'allumette lui mordit les ongles. Lucrèce tente quand même d'examiner les papiers sur le bureau. L'homme au drap sur la tête est maintenant tout près. L'allumette lui brûle les doigts. « Zut et zut et zut !» dit-elle. Elle détecte à nouveau un froissement de tissu derrière elle. À tâtons, elle récupère son appareil photo et en déclenche le flash dans la direction des bruits. Si les allumettes éclairaient longtemps une étroite zone, le flash illumine une fraction de seconde toute la pièce dans ses moindres détails. Elle distingue clairement l'homme avec son drap sur la tête et son scalpel à la main. Elle se dégage, vite, se tapit derrière une table. Elle veut réutiliser son flash, mais celui-ci exige du temps avant de se recharger. Elle se résigne donc à attendre que la petite lumière rouge passe au vert. Ça y est, c'est vert. Flash! Lucrèce constate que l'homme la cherche plus à droite. La lumière l'a éblouie. Elle gagne quelques précieuses secondes, mais lui a repéré maintenant l'origine des éclairs et se précipite vers elle. Elle n'a que le temps de se cacher à nouveau. Chacun guette l'autre dans le noir. Dans l'obscurité, je perds mes moyens. Sortir d'ici. La porte est fermée. Elle secoue la poignée. L'homme se rue sur elle et la plaque au sol. Puis, ayant bien assuré sa prise en appuyant son pied sur le cou de la jeune femme, il darde vers elle la pointe du scalpel. Un jet d'adrénaline inonde d'un coup ses vaisseaux sanguins, atteint ses extrémités et réchauffe ses muscles. Elle tente de se dégager. Dans la pénombre à laquelle ses rétines se sont lentement accoutumées, elle discerne la lame aiguisée. Peur. Tout le sang afflue dans les muscles de ses bras pour repousser le pied qui lui écrase le cou. Un grand fracas les surprend tous les deux. La porte vient de céder sous un énorme coup d'épaule. Une torche électrique aveugle, assaillant et assailli. L'agresseur hésite, puis relâche sa prise pour s'enfuir sur le côté. D'une voix étranglée, Lucrèce articule difficilement. « Isidore, ne le laissez pas partir. » Le gros journaliste se précipite pour bloquer l'issue, mais l'homme est plus agile que lui. Il le bouscule et file sans lâcher son scalpel. Lucrèce reprend peu à peu son souffle. Isidore examine attentivement le cou du médecin légiste. Pas la moindre blessure. Assurément, le scalpel ne l'a pas touché. Giordano est mort de peur en l'apercevant. Isidore continue de le palper. Étonnant. Il vivait en permanence avec la mort des autres, et il a complètement disjoncté dès qu'il lui a été lui-même en danger. Ne commencez pas à arborer vos petits airs de « Monsieur, vous auriez dû m'écouter ». Je n'ai rien dit. Il trouve le placard à fusible et relance le courant électrique dans la pièce. La jeune femme cligne les yeux, puis sort son carnet. Giordano devait être phobique, remarqua-t-elle. Il avait une peur maladive de mourir. Quand il a vu le scalpel, son cerveau a préféré s'autodétruire. Elle s'assoit, fourbue, et se ronge un ongle. Ça y est, j'ai compris. D'une manière ou d'une autre, le tueur arrive à connaître la phobie de ses victimes. Quand on est phobique, le danger réel est amplifié jusqu'à la peur panique, et la peur panique peut entraîner la mort. J'ai lu cette histoire dans une encyclopédie. Un marin enfermé dans un conteneur frigorifique était mort de froid, parce qu'il croyait avoir froid. Il a décrit son agonie en gravant ce qu'il ressentait sur les murs avec un morceau de verre. Il disait sentir ses extrémités gelées. Pourtant, à l'arrivée, quand on a découvert son cadavre, on a constaté que le système frigorifique n'était pas branché. Le marin a cru avoir froid. Et cette conviction a suffi à le tuer. Le pouvoir de la pensée, la capacité de s'auto-conditionner. Lucrèce relit ses notes. Il faut trouver la phobie de Fincher, et nous saurons alors comment il a pu être tué. Isidore examine le menton de Giordano. À une petite différence près, ajoute-t-il. Laquelle, Sherlock Holmes ? Le visage. Celui de Giordano est figé dans l'expression de la peur absolue, alors que pour Fincher, il s'agissait plutôt de l'extase absolue. Clinique psychiatrique. Chaque seconde provoquait une douleur supplémentaire. Après une nuit de cauchemar, Jean-Louis Martin fut réveillé brutalement par les deux infirmiers. Le plus âgé ouvrit d'un coup sec sa paupière et l'éblouit de sa lampe de poche pour vérifier que la rétine réagissait. « J'espère qu'on va mettre ce légume au réfrigérateur, marmonna-t-il. « C'est quoi le réfrigérateur » demanda l'autre. « Oh, une salle spéciale où l'on entasse les gens comme lui pour qu'ils pourrissent sans plus gêner les autres. »
reprit le plus âgé. Mais il faut l'abîmer encore davantage pour qu'on le considère comme complètement fané. L'œil de Jean-Louis Martin s'arrondit d'horreur. Un instant, il pensait que les infirmiers allaient le débrancher. Tu en as peut-être marre de rester dans le noir. Le plus âgé échangeait l'ampoule normale contre une ampoule de 100 watts. Dès lors, le plafond devint éblouissant. Sous l'intensité de la lumière, la tache disparut à nouveau. Cette lampe puissante asséchait la cornée de Jean-Louis Martin. La paupière n'était pas une protection suffisante contre une aussi puissante agression. Il n'en finissait plus de produire des larmes pour l'humidifier. Son œil lui brûlait la tête. Au milieu de la nuit, les deux infirmiers refirent leur apparition. « Ça y est, tu commences à comprendre qui décide les règles, légumes ?» Répond un coup pour oui et 2 coups pour non. 2 coups. « Ah, monsieur joue le fanfaron, parfait. Ta punition pour l'instant n'a qu'à moitié fonctionné. Tu ne possèdes plus que 2 sens en état de marche, l'œil et l'oreille. Il n'y a pas de raison pour que tu sois aussi châtié par l'oreille. » Ils le coiffèrent d'un casque de baladeur, diffusant en boucle le dernier tube de Greta Love. « Pour que tu m'aimes. » À cet instant, Jean-Louis Martin fut saisi d'une pulsion très forte de haine. Cependant, pour la première fois, son élan n'était pas tourné contre lui-même, mais contre les autres. Il avait la rage, il avait envie de tuer. Dans un premier temps, ces 2 infirmiers, et ensuite Greta Love. Le lendemain matin, son œil et son oreille étaient en feu. Jean-Louis Martin tenta de comprendre, avec le peu de raison qui subsistait par-delà sa colère. Pourquoi ces 2 types qu'il ne connaissait pas lui voulaient autant de mal? Il se dit que c'était la nature même de l'homme de ne pas aimer son prochain et de prendre plaisir à le faire souffrir. Et à ce moment, il transcenda sa haine et eut envie de changer l'humanité tout entière. Le surlendemain, les infirmiers maladroits firent tomber Jean-Louis Martin sur le linoléum. Les perfusions plantées dans ses avant-bras se tendirent et claquèrent. Ses bourreaux le remirent d'aplomb. « Tu es salaud quand même, » dit le plus jeune des 2 infirmiers. « C'est le système qui est salaud. Moi, je trouve qu'on devrait tous les euthanasier. Les légumes coûtent cher à la société. Ils occupent des lits qui pourraient profiter à des malades plus valides. »« Parfaitement. Avant, on laissait mourir ces gens-là. Mais avec le progrès, comme ils disent, maintenant on les maintient en vie. Malgré eux, en plus. Car je suis convaincu que si ce pauvre type pouvait s'exprimer, il demanderait à mourir. « Ah, mon petit légume chéri, tu veux être braisé ou bouilli ?» L'infirmier lui tira les poils des oreilles. « D'ailleurs, qui tient à lui ? Même sa famille ne vient plus le voir. Ce type n'est qu'une gêne pour tout le monde. Mais nous sommes dans un système de lâcheté généralisée où l'on préfère laisser vivre les parasites plutôt que d'avoir le courage de s'en débarrasser. » À nouveau, il eut un geste maladroit et Jean-Louis Martin tomba sur le visage dans un bruit mat. La porte s'ouvrit. Entra le docteur Samuel Fincher qui, pour une fois, arrivait en avance. Il comprit tout de suite ce qui se passait. Il lâcha sèchement. « Vous êtes viré !» Puis il se tourna vers son patient. « Je crois que nous avons des choses à nous dire, fit-il en recalant son malade bien droit sur son coussin. Merci, docteur. Je ne sais pas si je dois vous remercier de me sauver maintenant ou vous en vouloir de ne pas m'avoir sauvé plus tôt. Quant à nous dire des choses. Vous n'aurez qu'à répondre par oui ou non en battant une fois ou deux de la paupière. » Enfin, son médecin lui posait les bonnes questions, rien qu'avec des oui et des non. Martin arriva à faire comprendre toutes les étapes de son récent calvaire.